Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie des fondateurs de la revue EPIC, EPIC, Jean-Mathieu Gauthier et Ambroise Touvet. Donc la revue EPIC présente des récits photographiques depuis 2020 et on pourrait résumer cette revue à son slogan « Média lent, image large ». Donc c'est une revue trimestrielle d'environ 184 pages et qui donne une généreuse place aux images avec de nombreuses doubles pages. Bonjour Jean-Mathieu et bonjour Ambroise. Bonjour Marine. Donc la dernière fois qu'on avait échangé, vous étiez en train de boucler le volume numéro 4, donc je suis très contente qu'on ait pu se rencontrer et qu'on puisse se réunir autour de ce dernier numéro. Pour commencer, pourriez-vous revenir sur votre parcours jusqu'à votre alliance tous les deux et la relance d'EPIC en 2020? Je commence. Vas-y. De mon côté, alors j'ai fondé en 2012 l'agence Oblique, une agence de photographes à l'origine. Et avant ça, pardon, les études... Alors avant ça, effectivement, c'est important, les études, je suis ingénieur en agriculture. Voilà. Et donc, comme j'aime à le dire, la trajectoire que j'ai prise depuis mes études est Oblique, le même nom que l'agence. J'ai travaillé dans l'ameublement décoration en sortant de cette école d'agriculture, et puis ensuite j'ai monté cette agence qui était à l'origine une agence de photographes, et progressivement s'est diversifiée en fonction de la demande du corpo, enfin des entreprises, donc photo, vidéo, désormais motion design, et puis visite virtuelle, voilà. Enfin, on fait de la production de contenu d'images fixes et animées, pour résumer. Et avant ça, est-ce que dans votre famille, vous aviez des parents qui travaillaient dans l'image? Est-ce que vous aviez un lien avec la photographie Alors, pas que je sache. Peut-être que bien loin, il y avait un peintre ou quelque chose comme ça. Mais non, à ma connaissance, une passion pour la photo qui est née parce que voilà, enfin comme beaucoup, mon père m'a donné son appareil photo, voilà, j'étais en première, je me souviens très très bien, et puis je l'ai utilisé. Il y avait même plus de cellules, donc je travaillais vraiment intuitivement, c'était empirique. Et voilà, c'est venu comme ça. La première chose que j'ai faite en arrivant à Paris, c'était de monter justement une association de photographes amateurs et professionnels. À côté du coup de votre... À côté de mon boulot, ouais, exactement. Et du coup, comment s'est fait la transition entre... Mais je me suis dit que c'était possible de travailler dans ce domaine-là. Et puis il y a eu une rencontre à l'époque d'un potentiel associé qui finalement s'est pas faite, mais qui m'a mis le pied à l'étrier. Et j'ai en parallèle de mon précédent boulot monté cette agence, et puis à un moment j'arrivais plus à faire les deux et je me suis dit ok, c'est bon, c'est le moment de passer à temps plein sur Et quel était votre emploi en agriculture? Ingénieur en agriculture? Alors ingénieur en agriculture de l'ESA d'Angers, et en fait j'ai jamais vraiment travaillé dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, via l'agence Oblique, je travaille ponctuellement dedans, enfin avec ce sujet-là, puisque on fait des photos de reportage pour le monde agricole, donc des portraits, des vidéos, on suit des agriculteurs, etc. Mais aussi on fait de la photo d'agroalimentaire, donc des packs pour des produits, alcool. Viande, café, choses comme ça, et on fait aussi des livres de cuisine. Voilà, donc on a fait des livres pour Hachette, La Martinière, Larousse, voilà. Et c'est cet amour du papier que j'ai, puisque moi j'ai été directeur d'ouvrage et auteur pour des livres de cuisine, qui nous a vraiment, enfin, on s'est rejoint là-dessus avec Jean-Mathieu, enfin, il nous expliquera, mais c'est vraiment sur l'amour du papier que on s'est bien rejoint, quoi. Et de la photo, bien sûr. Et sur Oblique, du coup, c'est une agence d'à peu près combien de photographes, et quel est un peu les valeurs, enfin, ou en tout cas, quel est l'ADN d'Oblique? Alors, en nombre de photographes, on va dire que on a un pool de sets avec lequel on travaille régulièrement.
Après, ponctuellement, selon les attentes des clients, on va pouvoir aller en province ou à l'étranger. Voilà. Et l'ADN, je pense que c'est une histoire de désir de narration sur les images, et puis deux, de capacité à dégager un peu de temps sur de la création en propre. Alors, on aimerait pouvoir soutenir un peu plus la création personnelle de chacun de nos photographes, ce qui est pas encore le cas. On désespère pas de pouvoir les aider à monter des expos, des choses comme ça, mais bon, pour l'instant, ça reste un désir, mais c'est pas encore complètement abouti, quoi. Et c'est de la commande dans tous les domaines? Enfin, ce sera plutôt mode, corporate, je sais pas si... Alors nous, on travaille donc culinaire, événementiel, portrait, métier, immobilier. Voilà, c'est à peu près ça. Mais mode, on fait un petit peu, mais c'est pas notre cœur de métier pour l'instant. L'idée, c'est de le faire grossir, ou c'est que Oblique garde un peu le rythme là que vous avez en termes de photographes, de commandes, voilà, quel est un peu l'enjeu et quels sont un peu les futurs projets C'est une bonne question. On est accompagné avec Jean-Mathieu sur le développement et sur la réflexion sur ce fameux développement de l'agence et des éditions. Et voilà, il nous pousse un petit peu dans nos retranchements en nous disant bon ben voilà, projetez-vous à 3 ans, comment est-ce que vous voulez voir les deux structures évoluer, et alors c'est intéressant parce que bien sûr il y a la partie professionnelle, mais il y a aussi la partie des rêves et la partie perso, donc vie à côté, l'équilibre, etc. Donc et donc la réponse à votre question, à ta question, c'est oui, on a envie que l'agence, enfin, les travaux de l'agence soient plus ambitieux. On y travaille, et on a surtout envie de faire une cohabitation entre justement ce travail de production d'images fixes et animées, mais aussi inspiré parfois, ou en tout cas développé par la partie média papier. Voilà, c'est-à-dire que comment est-ce que notre média, Revue Épique, peut aider le monde de l'entreprise à communiquer sur l'extérieur, quoi. Et du coup, Epic est vous l'éditez, c'est ça? Vous êtes éditeur. Enfin, c'est Oblique qui est l'éditeur de la revue. Alors on a deux structures. D'accord. On a une structure agence et une structure édition qui s'appelle Epic, Revue Épique. L'association édition. Alors pour être très concret, ça s'appelle Agence Oblique et Édition Oblique. D'accord. Voilà. L'idée c'est de créer des passerelles entre édition et agence, en proposant à des clients qu'on a en corpo bien sûr, en leur proposant des éditions spécifiquement dédiées à leurs clients, voilà. Alors sous la marque édition pas forcément, mais dans une logique où on met à leur disposition un savoir-faire. Et c'est ça aussi qui permet à édition de vivre sa vie de revue, qui a son modèle économique qui est un modèle économique de presse, donc qui est toujours fragile, plus fragile que celui du monde de l'entreprise, et avec sa capacité à développer plus de projets d'ambition, quoi, d'envergure. Donc il y aura sûrement d'autres revues ou livres avec avec la maison d'édition édition Oblique, mais qui seront peut-être pas en marque, enfin qui sont peut-être en marque blanche. Du coup, il y a cette ambition de peut-être aussi peut-être dans un futur. En fait non, mais après l'idée c'est vraiment à destination de clients, en fait, de clients corpo. Il s'agit pas forcément de retrouver les aventures de l'entreprise Tartampion, qui est un de nos bons clients, qui nous fait vivre, dans une librairie ou en vente sur le site de Revue Épique. C'est pas l'idée. C'est simplement de mettre de faire se rejoindre des savoir-faire, ceux de photographes qui ont une capacité à montrer la vie de l'entreprise, et ce savoir-faire éditorial
où on maîtrise un peu la chaîne de l'impression, la chaîne de la mise en page, de la mise en avant d'une histoire, d'une narration, etc. Et Jean-Mathieu, alors quel est ton parcours professionnel jusqu'à le début de la revue Épique, enfin la relance de la revue Épique en 2020? Alors moi j'ai commencé par des études de journalisme qui s'étaient terminées assez curieusement par un stage en édition. Donc j'avais travaillé dans une maison d'édition. Voilà, pour la collection blanche d'une maison d'édition. Donc je lisais des romans, c'était assez passionnant, et je travaillais avec des auteurs de romans. Donc rien à voir avec l'image. Et puis je suis parti en humanitaire en Inde. Je me suis mis à faire des photos comme ça. Et en rentrant, je me suis mis à travailler pour le magazine d'une ONG aussi, qui m'a amené à beaucoup voyager en Asie du Sud-Est principalement, et à écrire de longs reportages que je devais illustrer de photos. Donc je suis venu à la photo comme ça. Puis ensuite j'ai intégré une agence photo. Je suis devenu photo-éditeur pour cette agence. Et en parallèle, j'ai lancé donc un petit média indépendant qui s'appelait Epic Stories, et qui est devenu une revue Epic Stories, que j'ai gardé. Qui avait quelle forme? Qui était un format plus petit que celui de revue Epic, qui avait une pagination moindre, et voilà, c'était un projet sympa, qui avait pas une grande ambition commerciale. C'est quelque chose que je faisais en plus. Je dirais pas quand j'avais le temps, parce que en fait le temps je le prenais, je le faisais quand même avec beaucoup de passion, et j'espère le plus de sérieux possible. Mais c'était pas la même dimension du tout. Hein. C'est sûr que quand on s'est retrouvé en fin de confinement en 2020 avec Ambroise, avec l'idée de relancer ce titre, on n'était pas sur la même envergure, sur la même ambition. Hein. Et c'est pour ça qu'on a pris plus le temps de se poser et de bien penser la revue qu'on voulait, qui a bien sûr des inspirations de cette première expérience Epic Stories, mais qui va beaucoup plus loin quand même. Et du coup, comment se sont passés les débuts? Par quoi vous avez commencé en 2020 quand vous vous êtes dit ok, on va relancer Epic Stories? Par quoi vous avez commencé? On a commencé par un truc tout bête. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait une petite base. Les réseaux sociaux autour d'Epic Stories existaient encore. Ils étaient en sommeil, on va dire. Et en fait, on a réveillé un petit peu. On a essayé de réveiller ce petit réseau en lui proposant d'abord un questionnaire, en disant voilà, on a ce projet de relancer Epic Stories sous un autre titre, et voilà un peu comment on imagine les choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'abord, vous qui avez connu ce petit média il y a quelques années? Et donc on a eu beaucoup de réponses, hein, on avait eu 400-500 réponses à ce questionnaire, ce qui était très chouette pour nous, surtout réveiller cette base de personnes qu'on n'avait pas sollicitées depuis 3-4 ans peut-être davantage, je sais plus, j'ai pas la mémoire des années ou des chiffres. Et voilà, donc il y a eu une première, on a pu mesurer comme ça qu'en fait il y avait une première appétence, et ça nous a un peu conforté dans notre désir. Et voilà, et donc assez rapidement on avait en tête de faire un crowdfunding. Et on a lancé ce crowdfunding au mois de novembre l'année dernière, ouais. Et c'est un joli parcours du combattant, le crowdfunding. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est que c'est comme un peu, enfin, beaucoup de lancements de titres. En fait, il y a quelque chose d'à la fois très exaltant et très ingrat. On est en permanence dans une sorte de yo-yo émotionnel. En fait, on voit, tiens, oh là là, beaucoup de gens aujourd'hui se sont connectés et ont pris des abonnements, ou ont commandé ou précommandé le numéro. Et puis le lendemain, il y a personne. Donc là, on s'interroge, on se demande ce qui se passe. Vous aviez mis combien en objectif?
On avait mis 15 000 en objectif. Et on a eu... on a fait j'ai plus le montant, mais en tout cas 219%. Enfin, c'était... Ouais, un peu plus de 30 000 du coup. Ouais. On était quand même assez content que ça se termine, et on était content que ça se termine comme ça, quoi. C'était chouette. Quand vous avez pensé enfin même avant le crowdfunding, vous saviez déjà un peu à quoi il allait ressembler. Vous aviez déjà fait un état des lieux de ce qui se faisait et de ce que vous aviez envie vous de faire. Oui, alors même avant même le questionnaire, en fait, on avait déjà rencontré beaucoup d'imprimeurs. On avait travaillé avec un directeur artistique. On avait étudié des hypothèses de maquettes, des hypothèses de typo. Voilà. Donc ça, c'était toute une phase qui était vraiment passionnante. Est-ce que vous aviez des modèles, des modèles de revues, mais même là, pas spécialement en France, hein, mais est-ce que vous aviez des revues? Est-ce que vous avez encore certaines revues qui vous inspirent ou des livres, enfin, encore maintenant? Voilà. En fait, on avait quand même un modèle initial, hein, qui était donc Epic Stories, dont le principe était très simple. C'était à chaque fois, on sélectionne 4 sujets, 4 photographes, et ils présentent leurs histoires. On est dans une forme de co-création, qui est un mot à la mode, mais qui convient très bien en l'occurrence, puisque à chaque fois, toutes les étapes doivent être donc toutes les étapes de ce qu'on appelle l'editing, du choix des images, de leur ordre d'apparition. Toutes ces étapes sont vraiment réalisées en grande connivence avec les photographes. Voilà, donc ça c'était vraiment le premier modèle. Et puis l'autre phase, c'est que en fait les photographes, l'idée c'est de leur donner la parole, vraiment qu'ils puissent nous raconter à la fois leur parcours. C'est important, on estime que c'est important pour la confiance, parce que on sait qu'il y a une grande défiance des médias depuis quelques années, et quand quelqu'un s'adresse à vous en vous disant je suis allé à tel endroit et j'ai rapporté telle histoire, si vous connaissez un peu mieux son parcours, vous avez tendance à écouter ce qu'il dit avec plus d'attention. Donc ça c'est important pour nous que le photographe puisse revenir un peu sur son parcours personnel, et puis ensuite bien sûr qu'il raconte son sujet en respectant des règles journalistiques, hein, les fameux 5 W, où on pose vraiment, on sait où on est, on sait pourquoi on a fait ce sujet, voilà. Et l'idée c'est de saupoudrer un peu tout ça de petites anecdotes, de petites galères rencontrées sur le chemin pendant l'élaboration du sujet, etc. Et voilà, ça c'était quand même la base dès le départ, quoi. Et après, on a ajouté d'autres petites rubriques en plus pour compléter. Oui, compléter. Mais la base première, c'est vraiment se concentrer sur voilà le regard de 4 personnes différentes. Donc j'ai pu voir que vous avez un comité éditorial. Donc comment vos rôles sont répartis avec ce comité, et comment vous organisez tous les deux, voilà. Donc comment en termes d'organisation ça se passe au fil de l'année, chaque trimestre un petit peu, quel est un petit peu le rythme de travail que vous avez avec ce comité et vous entre vous deux? Alors le rythme de travail, comment est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Le rythme de travail, il est quand même... Déjà, il y a un travail continu qui est celui de la veille, où on va, avec curiosité, s'intéresser à ce que proposent certains de nos abonnés sur Instagram, certains de nos abonnés papier qui nous soumettent des sujets, etc. Et puis, on a nos réunions de comités éditoriaux tous les trimestres. On essaie de plus en plus de les anticiper. Ça, c'est vraiment c'est une gageure, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'on se laisse embarquer dans tout le travail de production et de diffusion. Mais voilà, essayer de toujours un peu plus anticiper. Ça, c'est un peu notre leitmotiv. Après, dans l'organisation, il va y avoir donc le choix des sujets qu'on soumet en comité,
On a à peu près une 30aine de sujets qui nous sont proposés par ce comité et puis par nous. On se laisse, je sais pas, si on rentre dans les chiffres, on se laisse à peu près 2 semaines pour établir un vote sur le meilleur équilibre de la revue à paraître. Et puis tout de suite après, il faut contacter il faut contacter les photographes pour être sûr que ils sont d'accord pour être publiés chez nous. Ils sont d'accord pour les conditions qu'on leur propose, sachant que tous les contributeurs de notre revue sont rémunérés, sans exception. Et puis après, il y a toute la partie où on a progressivement processé un petit peu tout ce dont on avait besoin auprès de par les photographes. Donc un editing un peu plus large que ce qu'on a pu voir dans les premiers projets qui sont soit sur leur site ou qui nous ont soumis. Et puis des questions pas de type, mais un petit peu de tout ce qu'on aimerait connaître sur les préparatifs, les coulisses du sujet, etc., etc. Et puis un vrai travail. Alors ça, c'est un petit peu aussi notre marque de fabrique. C'est un vrai travail de légende. On veut que les photos soient légendées et on veut que les photographes avec qui on travaille acceptent cet exercice. Et donc, si jamais ils ont un peu de difficulté avec ça, on va les accompagner, bien sûr. Voilà. Mais on veut pas que nos photos soient plaquées comme ça, avec juste le lieu, une date, mais vraiment que ça complète la narration qu'il y a dans les coulisses du reportage, quoi. Et est-ce qu'il y a un lien avec les photographes d'Oblique et la revue? Est-ce que non, les photographes d'Oblique ne sont pas spécialement ceux qui sont ça pourra sans doute arriver. On aura probablement un jour des propositions venant de photographes avec lesquels on travaille au quotidien au sein de l'agence Oblique. Et on étudiera bien sûr leurs propositions. C'est normal. On va pas leur dire non, on se connaît trop, donc on va pas travailler ensemble. Mais non, il y a pas plus de lien que ça. Sinon. Oui, effectivement. La question se pose parce que comme on le disait tout à l'heure, ils ont aussi leurs travaux artistiques, leurs travaux de recherche, d'investigation, etc. Et on doit pas leur fermer la porte sous prétexte qu'ils sont de l'agence et qu'il y a collusion. Enfin, il y a pas collusion. Si un sujet peut plaire à notre lectorat, on doit se poser la question de. Après, on passe par les fourches codines d'un comité éditorial qui est composé de plusieurs membres. Et donc voilà ça. Et puis il y a aussi cet équilibre à trouver dans chaque revue. Peut-être que le sujet est très bon, mais est-ce qu'il va s'harmoniser avec les autres? Ça, c'est vraiment une alchimie qui est toujours un peu, qui nous fait un petit peu, on est toujours un peu fébrile sur est-ce que l'alchimie qu'on a trouvée pour le numéro est la bonne? Est-ce que les lecteurs retrouvent la promesse du numéro, du premier numéro qui, c'est vrai, a super bien marché. Et on a plus du tout de numéro, c'est-à-dire qu'il nous en reste chacun 2. On a notre exemplaire de travail, puis on en a 2, et puis c'est tout. Donc ça c'est bien. Et voilà, donc c'est un peu ça ce qu'on essaie, c'est de prolonger cette promesse qui a priori bien fonctionné, quoi. Et est-ce que vous êtes aidé sur des sujets marketing, communication, parce que du coup je reçois vos newsletters depuis longtemps et je trouve qu'il y a vraiment un style et c'est assez en tout cas c'est très personnel, en tout cas on a l'impression de vraiment de vous parler, et donc du coup est-ce que vous vous êtes fait aussi aider, parce que c'est pas du tout facile d'être entre guillemets sur l'opérationnel, sur la production d'un magazine, sur vos travaux personnels de photographe, et en plus d'être aussi bon en marketing. Créer une communauté, c'est aussi quelque chose qui est aussi
ça fait appel à d'autres compétences. Est-ce que vous êtes aussi aidé sur cette partie? Alors, je vais répondre parce que ça fait beaucoup sourire que tu parles de ces newsletters en particulier. Il se trouve que donc la plupart du temps c'est moi qui les rédige. Donc j'ai un bagage de journaliste, voilà. Donc j'ai toujours beaucoup écrit. Et donc j'aime beaucoup écrire. Et donc j'écris beaucoup. Et donc je fais des très longues newsletters qui sont souvent avec un ton un peu familier, où j'aime bien voilà, être dans cette familiarité. C'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur. Voilà. Et donc l'aide, l'aide, c'est Ambroise qui prend son grand stylo rouge et qui réduit. Et l'aide, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas une aide. On n'a pas d'aide extérieure. Hein. On a quelqu'un qui nous aide sur la réflexion globale sur la réflexion des deux globale. structures, quoi. Mais au-delà de ça, en fait, en termes de marketing, comment on communique, etc., on se débrouille tous les deux. Et en fait, on se débrouille. C'est vraiment une association. Et c'est en fait, merci de nous dire tout ça. En fait, on voit que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est deux personnalités. Ouais, et même sur Instagram, Différentes. on retrouve le même style. Enfin, en tout cas, c'est assez fluide comme communication. Alors sur Instagram, désormais, on a un membre de notre comité qui a pris les rênes du compte Instagram depuis quelques mois et il fait ça super bien. Donc c'est vraiment top. Cédric Roux, qui est aussi photographe de rue et qui a un vrai regard, qui nous amène à chaque fois qu'on se réunit en comité plein de sujets qui nous waouh. Ils sont vraiment top. Il nous fait vraiment découvrir plein de super auteurs. On peut pas tous les montrer, c'est bien dommage, mais voilà, à chaque fois. Voilà. En fait, c'est vraiment notre comité qui nous accompagne. Hein. C'est nous et le comité. Puis, Et pourquoi vous avez décidé d'avoir ce comité avec vous? Alors assez simplement parce que quand on est deux, on a chacun notre regard, d'accord. Ce regard peut être différent, mais au bout d'un moment, le risque est de rester sur un seul regard. Ça, c'était vraiment quelque chose qui ne fallait surtout pas envisager. C'est aussi l'expérience d'Epic Stories où moi je faisais un peu tout seul et donc voilà, c'est un peu le souvenir de cette expérience qui nous a amené à nous dire que il fallait d'autres regards et du coup c'est vrai que le rôle de Chloé Kéroas, Agathe Kalfas, Cédric Roux, Corentin Follen, Max Richet et les autres membres de notre comité font que on a une pluralité de regards qui est beaucoup plus riche que nos seuls pauvres regards à nous. Et c'est aussi pour compléter c'est comme ça que la gestion ça permet une meilleure gestion du temps, parce qu'il faut être assez lucide sur des journées de 24 heures, aller chercher 30 sujets chaque trimestre. À deux, c'est difficilement possible. Donc on a besoin d'un comité qui, oui, nous apporte de la diversité, d'autres regards, d'autres sujets, etc., qui connaît d'autres réseaux. Et puis surtout, on a besoin d'eux parce qu'on manque de temps, quoi, comme tout le monde, parce que les projets s'enchaînent, l'imagination est fertile et donc du coup, il faut être soutenu. Puis c'est vraiment, voilà, le travail amène le travail, quoi. On sent que ça prend, on sent, enfin là, chaque numéro, on augmente le tirage, et donc qui dit augmenter le tirage dit aussi augmenter la somme de travail, etc., quoi. Voilà. Et comment s'articule la revue Epic avec vos activités de photographe? Est-ce que c'est à peu près 50% de vos revenus et de votre temps? Est-ce que c'est une autre proportion? Est-ce que voilà un petit peu pour aussi avoir après j'imagine qu'il doit aussi y avoir certains mois, enfin voilà, que toute l'année n'est pas du tout avec la même régularité, mais est-ce que ça augmente? Enfin voilà, un petit peu l'équilibre de photographe, éditeur, agent.
Alors ça dépend de voilà. En ce qui me concerne, moi j'ai à peu près 80% sur Epic. Je seconde Ambroise sur la gestion de l'agence, mais mon rôle est ben, voilà, je suis moins engagé sur la gestion des projets agence. Et puis comme photographe, je réponds à quelques projets de temps à autre. Mais alors pour du corpo ou des commandes presse, parce qu'il se trouve que je suis à Saint-Malo, et c'est vrai que il y a régulièrement des journaux, des magazines qui m'appellent pour aller faire un portrait, pour aller faire un reportage ici ou là. Mais ça occupe pas un temps incroyable. Et moi je suis toujours très content parce que ça me permet de me sortir un petit peu de mon ordinateur et de me rappeler que je suis photographe. Ce qui est important aussi dans notre rôle, je trouve que en tant qu'éditeur photo, c'est important aussi de se rappeler qui on est, on peut être aussi photographe, qu'on doit aussi exercer son œil pour ses propres images. Voilà. Mais après, le temps que je pouvais consacrer il y a quelques années à des sujets plus personnels, bon, celui-ci est totalement aboli. Ça reviendra sans doute parce que on est dans une logique où tout voilà, là où on va passer plusieurs heures sur une thématique liée à que ce soit agence ou édition à un moment donné, plus ça va, plus on gagne en efficacité et on gagne en temps passé sur certaines tâches, et donc on peut arriver à se consacrer à d'autres. Mais voilà, là on est vraiment cette année, on est dans une phase de lancement, donc l'idée c'est vraiment de se concentrer à fond sur la revue et ses projets annexes, quoi. Et Ambroise? Et de mon côté, je pense que je suis à 50-50. Voilà, 50 sur les travaux agence et puis 50 sur le reste, sur le développement, sur le choix des sujets, la relecture qui est un point assez important. C'est toi qui relis? Non, alors on est plusieurs à relire. Je pense qu'on est 4 à la relire complètement. Voilà. Et du coup, plus les contributeurs, parce qu'on a deux membres du comité éditorial qui font la rédaction des sujets, enfin, qui font les interviews avec les auteurs. Mais donc on est vraiment 4 à la relire de bout en bout. Donc les 2 semaines qui vont précéder l'envoi du BAT sont les semaines tunnel. Mais on y arrive. Enfin, franchement, on a. Ouais, mais là, c'est vrai que sur ce dernier numéro, par exemple, c'est vrai que ça a été. Voilà, on a beaucoup gagné en temps, en efficacité, voilà, on a pris des bons réflexes. Voilà, c'est vrai que a priori, il y a moins de fautes que dans les précédents, dans ce numéro-là aussi. Et est-ce qu'il y a eu c'est pas vraiment le mot erreur, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait où vous vous êtes dit zut, on aurait dû faire autrement après coup? Est-ce qu'il y a des choses qui vous fait entre guillemets perdre du temps? Est-ce que dans votre organisation, là vous faites différemment du coup, vu que là vous commencez à... Moi, je dirais pas dans l'organisation, mais par contre, on a fait une erreur de prix au départ. Voilà, on a cette revue qui est imprimée en France, ce qui est ici correspond à un engagement de notre part, et en fait on lui avait fixé un prix au démarrage qui était un peu trop faible et qui fragilise un peu l'équilibre, voilà, qui a fragilisé un petit peu au début notre équilibre. Alors du coup on avait augmenté un petit peu nos frais de port à un moment pour pouvoir compenser ça, parce qu'en plus on s'était aperçu aussi. C'est pareil, quand on démarre, en fait, on a l'impression d'avoir absolument tout étudié, et il y a énormément de sujets qu'il faut prendre en considération. Celui de la logistique en est un, et voilà, on a eu plein de petits couacs de logistique, de petits couacs de fabrication aussi. C'est arrivé, quoi. Mais on améliore en permanence, quoi. Et quelles sont les évolutions ou les projets que vous avez pour le numéro 5? J'imagine que vous êtes déjà en train de vous projeter. Pas encore. Non, là c'est le repos. Non, on a eu notre comité, notre réunion de comité éditorial il y a quelques jours, et donc on est en train de choisir, de sélectionner les sujets. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez faire évoluer ou
pas spécialement. Ouais, on a des idées, hein. On a plein d'idées. Je sais pas ce que on aimerait, on va trouver le temps pour faire parler certains de nos auteurs sur une photo qu'ils ont pu réaliser dans un de nos reportages. Ça, on aimerait vraiment. On aimerait pouvoir le coupler avec quelques podcasts, justement. Ce qui veut dire une vraie organisation qu'on n'a pas encore trouvée, mais on y travaille. On y travaille un peu. Après, pour les autres projets, bon, c'est pas encore complètement défini, mais... Ouais, mais après, c'est pas sûr. On est en permanence en train de se demander comment il faut envisager l'avenir de cette revue. C'est vrai qu'on a eu un démarrage qui était hyper enthousiasmant et donc on est toujours sur cette espèce de petite vague très chouette où voilà on a des retours hyper sympas où tout le monde nous vante la qualité du papier, les choix, les machins, je sais plus quelqu'un qui est bien dans la photo me disait c'est la seule revue que je lis de A à Z, que voilà, c'était un compliment génial. Voilà, mais après ça n'empêche pas qu'il faut sans arrêt être en recherche de peut-être de nouvelles formules ou je sais pas, voilà, se pose la question pourquoi pas faire des revues avec une thématique. Je sais pas. Est-ce que ça pourrait être quelque chose que nos lecteurs auraient envie de voir ou pas. Enfin voilà, c'est des questions. C'est vraiment des voilà. Et on vous trouve où ? On trouve où la revue ? Alors jusqu'à présent, on était uniquement en ligne ou sur abonnement. Et depuis la sortie de notre 4e numéro, on est également en librairie. Dans quelle librairie ? Je sais pas si vous avez quelques noms. Alors il y a la librairie La Comète à Paris, Arthazar, et puis... En fait, après, on est référencé chez tous les libraires. C'est-à-dire que... Ah oui, ils peuvent vous commander. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui reçoivent, qui ont le désir de commander la revue pour leur enfin tout ce qu'ils ont déjà, la documentation. Et puis après, il y a tous ceux qui peuvent le commander directement dans une librairie, à la Fnac. Alors, je pense pas qu'on soit sur Amazon, je pense pas. Non, pas envie. Mais voilà, à partir du moment où on est référencé, on est distribué, on peut être commandé par n'importe quelle librairie en France, certaines à l'étranger, plutôt à l'étranger, on sait Belgique, Allemagne, Suisse et Italie, je crois. Okay. Voilà. Je pense que je dis pas trop de bêtises en disant ça. Mais non, ce qu'on peut vous dire comme info, enfin c'est pas si c'est une info, mais Scoop. Ouais, mais c'est un scoop qui est un demi-scoop, c'est celui d'un hors-série l'année prochaine. Oui, oui, on travaille en ce moment avec un collectif de photographes, un hors-série sur voilà, une rétrospective des photos de ce collectif. Voilà, sur une année écoulée. Et du coup, il sera aussi, il sera en plus de l'abonnement, c'est ça. Oui, c'est vraiment, voilà, c'est un hors-série. Ce sera vraiment à part. Il sera disponible sur notre site. Alors c'est en coédition avec un autre éditeur aussi. Voilà. Donc, mais pour l'instant, on peut pas trop s'avancer un peu plus, mais. Ouais, c'est encore en co-construction, ouais, exactement. Est-ce que vous auriez des conseils pour des photographes qui souhaiteraient vous présenter leurs travaux plutôt sur la forme entre guillemets que sur le contenu, enfin en tout cas sur je vais revenir un petit peu en arrière sur la période où j'avais lancé Epic Stories. Quand j'avais lancé cette revue, j'étais allé voir une personne que j'aime beaucoup et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, qui est Marie-Pierre Subtil. Marie-Pierre Subtil était la directrice de la revue 6 mois. Et Marie-Pierre, qui était journaliste, une vraie journaliste, dans le sens où elle va chercher des histoires, et son premier critère étant l'étonnement. Marie-Pierre pestait parfois contre le mimétisme dans la photographie.
Nous, chaque semaine, on reçoit des propositions de sujets qui se ressemblent beaucoup. Ça va être les enfants de la décharge de Manille, ceux de la décharge du Cap, ceux de la décharge de Santiago de Chili. Voilà. Je prends cet exemple voilà, un peu... Voilà. Souvent, des photographes vont nous proposer des sujets qu'on a un peu déjà vus et qui correspondent pas forcément à notre ligne éditoriale. Ce qui est... Voilà, parce que on est dans des, d'abord on est dans un temps long, on va chercher des sujets où les photographes ont un certain recul et donc voilà, on va chercher des sujets qui sont dans une logique beaucoup plus posée que certains sujets qui peuvent être proposés à des hebdomadaires ou voilà, ou qui répondent à une urgence d'actualité. Hein. Et puis ensuite, dans la présentation, c'est très simple. On a besoin, en 15, 20 images, de se faire une idée très précise de ce que veut raconter une ou un photographe. Moi, j'aime bien rappeler aussi, et ça fait partie des choses que disait Marie-Pierre, c'est que une histoire, c'est un début, une fin. Et entre-temps, il y a quelques éléments qui nous permettent de vibrer un peu, voilà. C'est sujet, verbe, complément. C'est vraiment, il y a une mécanique très simple de la narration. Et cette narration, on doit pouvoir la retrouver, mais juste dans un PDF de présentation. Voilà, un auteur doit pouvoir nous résumer en quelques petites pages le fond de son histoire. C'est vraiment ça qu'on attend. On va d'ailleurs, on fera un workshop sur le sujet de comment conduire un sujet de photo documentaire à planche contact de ville avec Initial Labo. Voilà. Super, donc ça c'est la première fois que vous faites ce genre de workshop ? Ou vous en avez déjà fait ? Ça va être la première fois. Exactement. Enfin, sous l'égide de Revue Épique, ouais. Super. Est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé sur la Revue Épique et il faut pas qu'on passe à côté ? Alors, on peut parler de ce numéro. Oui, bien sûr. Celui-ci il vient un peu clôturer cette année et on estime qu'on a eu beaucoup de chance dans les propositions qui nous ont été faites parce qu'on est tombé sur 4 jeunes photographes d'abord qui ont tous moins de 40 ans. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est le hasard, mais on est très content de se dire que tiens, voilà, je sais pas, de se dire la relève est là, etc. ou d'être dans une guéguerre de génération, mais de se dire vraiment que c'est chouette de voir que il y a 4 jeunes photographes qui arrivent à être dans une logique de narration, dans une logique où ils arrivent à nous montrer un univers, une histoire. Avec un style, enfin chacun avec son propre style, des styles qui sont très affirmés. Et voilà, et moi j'étais vraiment, on était hyper contents de découvrir leur travail, de le découvrir d'abord. Nous c'est pendant 3 mois on découvre leur travail sur des écrans. Et le jour où la revue arrive chez nous et qu'on peut tourner les pages, qu'on peut sentir le papier, qu'on découvre à nouveau, c'est une nouvelle découverte. Ces images sur papier, c'est toujours un moment d'une émotion assez intense. Et voilà, vraiment je trouve que c'est un numéro qui termine très très bien cette année. Avec des voyages aux 4 coins du monde finalement, puisque on va aller en Inde, on va à Valparaiso, on va au Maroc, on va en Grèce, ouais, on a l'habitude de dire qu'on propose des aventures au coin de la rue ou à l'autre bout du monde. Là, c'est vrai qu'on est plus à l'autre bout du monde. Et le choix du papier, est-ce que comment vous êtes arrivé à ce papier-là ? Alors c'est notre imprimeur qui nous l'a conseillé. On voulait quelque chose un papier qui soit mat, avec une vraie souplesse. En même temps, et en même temps une certaine main, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve. Alors c'est un papier qui s'appelle le Conda Mat,
qui est fabriqué en Périgord. Donc à l'origine, c'était pas forcément voulu, mais on est très fiers de pouvoir dire que non seulement le papier est produit en France, mais sa confection, la confection du livre et l'impression aussi. Donc Périgord, Toulouse, voilà. Donc on est fabriqué en France, on rémunère tous nos auteurs et on n'a pas de publicité. Donc on se simplifie pas forcément la tâche, mais on est hyper content d'abord on est content de ses choix et ensuite on se rend compte que ça paye et ça c'est super quoi. Et c'est vous qui vous occupez de la diffusion? Alors, ouais, il y a deux pôles. Donc, effectivement, on travaille avec un diffuseur pour les librairies, qui va s'occuper du dispatch, qui va s'occuper de proposer la revue à des libraires. Voilà, ça c'est un point pour la librairie. Et sinon, on a ce qu'on appelle un routeur. Donc un routeur, c'est quelqu'un qui va avoir son stock de revues, et ils font la mise sous pli. Ils impriment les enveloppes, etc. Et on travaille avec un routeur qui est basé à Rennes, qui est un ESAT en fait, voilà, ils sont super. C'est vraiment, on a eu pas mal de déboires avec des routeurs précédents, mais ceux-là ils sont gentils comme tout, on les appelle, ça répond, ils nous signalent, attendez, là, il y en a un, il a la couverture un peu abîmée, on va le mettre de côté, voilà. C'est vraiment, ils sont prévenants, c'est vraiment génial, quoi. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre temps. On a appris plein de choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!